Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Maté qui coche pratiquement toutes les cases du podcast, puisqu'elle est entrepreneuse, présidente d'une association et se lance des défis qui dépassent le commun des mortels. Laetitia nous raconte d'où lui vient son énergie débordante, les raisons qui l'ont amenée à créer son entreprise, son combat contre la maladie et la joie qu'elle éprouve à se dépasser au quotidien. C'est un épisode plein d'énergie qui parle de la manière positive de voir les choses et qui vous donnera envie de vous lever de votre canapé. Je vous laisse avec Laetitia. Très bonne écoute à vous. Alors bonjour, je suis avec Laetitia Maté qui est une entrepreneuse, une bénévole et présidente et en même temps elle se lance aussi des défis. Donc on peut dire que dans le podcast Allez Vas-y, elle coche pratiquement toutes les cases. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors Laetitia, je vais te laisser te présenter, parler de ton parcours et je suppose qu'en parlant de ton parcours, tu viendras à ces différentes cases, entrepreneuse, bénévole, etc. Donc vas-y, raconte-nous tout. Alors moi c'est pas compliqué, c'est pas compliqué pour moi en tout cas. J'ai à la base un métier assez basique. Je travaille dans les assurances où j'y ai passé plus d'une dizaine d'années en tant que salarié. Et comme beaucoup de personnes, je dirais ces derniers temps, le burn-out a fait que j'ai dû malheureusement mettre en suspens ma carrière et réfléchir sur la vie et savoir ce que je voulais en faire, beaucoup de questions. Et j'ai vite compris qu'en fait, ce qu'il me fallait, c'était de l'autonomie. Et puis donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis chef d'entreprise. J'ai décidé de créer ma société pour donc pouvoir m'épanouir et m'exprimer à ma façon. Est-ce que tu, aujourd'hui, avec un peu de recul, tu es en capacité de dire ce qui aurait éventuellement déclenché ton burn-out ? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de l'expliquer ? Alors, ce qui peut expliquer le burn-out, je pense que je suis arrivée à un stade, comme beaucoup de personnes, où j'ai fait le tour de mon poste. Je suis partie au départ où j'ai appris un métier jusqu'à un niveau où j'avais plus grand-chose à apprendre. Et c'est devenu une frustration parce que je suis quelqu'un qui a toujours besoin de plus, d'évoluer. Et je suis arrivée un peu dans une voie de garage. Et moi, les voies de garage, ça me stresse, ça m'angoisse. Donc voilà. Donc maintenant, je me connais, je sais qu'il ne faut pas me limiter. Et c'est justement là où, d'ailleurs, ça transpire sur toutes mes activités parce que j'ai énormément d'activités. J'ai le cabinet en courtage d'assurance, mais j'ai aussi l'association CEPUP. Parce que malheureusement pour moi, ou heureusement, parce que ça a fait mon chemin de vie aussi, j'ai une sclérose en plaques depuis quelques années. Donc voilà, donc tout ça, ça fait ma personnalité, ça fait que j'ai fait des choix. Bon an, mal an, j'ai aujourd'hui, j'ai créé, donc suite à ce burn-out, à peu près à cette période-là, l'association CEPUP, donc en 2018. Et aujourd'hui, je me suis lancé des défis qui sont assez conséquents parce qu'il faut savoir qu'à la base, je faisais de la course à pied comme monsieur tout le monde pour entretenir la forme et le corps. Et aujourd'hui, je me suis lancé le défi de faire la Diagonale des Fous qui fait quand même 160 km. Waouh! Et alors, pour la précision, Diagonale des Fous, elle fait 160 km, mais elle est aussi sur l'île de la Réunion. Donc, c'est pas un petit peu vallonné, c'est énormément vallonné. Voilà, c'est une petite précision pour que tout le monde capte un peu le niveau. Alors, juste moi, pour revenir avant de passer sur les défis, quand tu fais ce burn-out et que tu commences à donner du sens en disant je crée cette association, à quel moment vient aussi cette idée de créer ton entreprise ? Presque en même temps ou c'est à des moments différents ? Je pense que tout ça, c'est venu en même temps. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'autonomie déjà pour pouvoir faire ce que je voulais. Parce qu'en fait, j'adore mon métier, mais j'adore aussi aider les autres. J'adore aussi faire des choses pour les autres. Et ça, c'est des traits de personnalité que je découvre de plus en plus avec le temps, qu'au final, ce qui m'intéresse, c'est pas ma personne, c'est plus les autres. Donc, si je cours, c'est pas vraiment pour moi.
c'est pour les autres. Donc, je me rends compte que j'ai besoin de donner du sens aux choses. Donc, avoir une entreprise, oui, mais faut que ça ait du sens. Donc, voilà. Donc, quelque part, cette entreprise, je l'ai créée aussi et je l'ai formatée avec cet état d'esprit où, au final, il faut que ça apporte aussi aux autres. Mais c'est venu vraiment en même temps, ce besoin d'indépendance, puis de pouvoir me gérer, moi, mon temps, et de faire ce que je voulais de cette entreprise, d'aller relever des challenges, faire peut-être des choses un peu différenciantes, mais voilà, m'exprimer à ma façon. Surtout ça, m'exprimer à ma façon, ça faisait partie des critères principaux de ce que je voulais faire. D'accord. Et justement, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditrices et aux auditeurs quelle est la manière dont tu as voulu mettre ta marque de fabrique dans ton entreprise, qui est une entreprise de courtage en assurance. Comment tu as mis ta marque de fabrique justement? Alors, ma marque de fabrique, je l'ai mise tout simplement parce que je reverse, hein, donc à chaque bilan une partie des bénéfices à des associations. Bravo. Donc, l'objectif, c'est pas, je voulais pas faire une entreprise pour gagner de l'argent. Et moi, je cours pas après un bénéfice de manière déraisonnée. Je cours après de l'autonomie et de l'indépendance, développer une image d'entreprise, mais en même temps apporter quelque chose aux gens. Voilà. Donc, le résultat, dans tous les cas, sera reversé à des associations. Donc, il y a forcément l'association CEPUP pour aider les personnes qui ont la sclérose en plaques, sur laquelle je travaille toujours dans sa progression. Mhm. Et on a aussi l'association Togo en Not Togo pour Léa Ancel, qui a développé donc son association au Togo où ils aident les jeunes enfants à se cultiver, à apprendre à lire, à écrire tout simplement. Donc voilà, donc il y a des bénévoles qui partent là-bas. C'est des longs programmes de 6 mois et plus. Et donc ils aident les enfants à appréhender la lecture et l'écriture. D'accord, bravo. Cette sclérose en plaques, si tu veux bien en parler, bien sûr, elle s'est développée avant ton burn-out. Ah oui, Oui. ouais. Et Ma vas-y, sclérose, vas-y. la sclérose en plaques, ça fait, je pense que les prémices, ils sont arrivés, je devais avoir 17, 18 ans, mais mes parents ont préféré laisser courir parce que c'est pas un cadeau que d'être diagnostiqué trop tôt. Mhm. Euh, Alors pourquoi justement? Explique-nous, parce que c'est important pour les gens peut-être de bien comprendre. La problématique de la sclérose en plaques, c'est que quand vous le découvrez très tôt, ce qui est souvent le cas chez les femmes, surtout chez les femmes, de toute façon, on a un gros public de jeunes femmes qui sont diagnostiquées sclérose en plaques jeunes. La problématique, c'est que là, 18, 19 ans, on est en train de se créer de notre personnalité, de notre avenir d'adulte. Et c'est pas forcément le moment de rentrer dans un cheminement de pathologie, de parcours de soins, de traitement. Si, si ça ne le nécessite pas, tant que faire est possible, Mhm. il faut laisser, pour moi, il faut laisser faire le temps tant que c'est possible. Donc, ils se sont rendus compte que c'était pas la peine de courir après le loup, entre guillemets. Donc, ça a tenu comme ça jusqu'à à peu près 28, 29 ans. Donc, ça m'a permis de gagner 10 ans de sérénité, de pouvoir vivre comme tout le monde dans l'ignorance finalement. Mhm. Ces 10 ans de vie normale, c'est un cadeau, hein. C'est énorme, hein. Mais c'est pour ça que je trouvais que c'était important. C'est un super message parce qu'en tant que parent, on a son enfant et même s'il a 17, 18 ans, ça reste son enfant qui développe certains symptômes et on a envie de savoir et on a envie de le soigner. Mais en fait, au fond, ce que tu expliques et c'est important pour les auditeurs et les auditrices qui pourraient être dans ce cas-là, c'est que il vaut mieux vivre sa vie dans un premier temps et dès que ça devient un petit peu plus marqué ou autre, là, passer dans une phase pathologique, on va dire. C'est ça. Ok. Tant que c'est possible. Mhm. Après, je dis pas, faut vraiment être accompagné quand même par des neurologues, hein, parce Bien sûr. que euh, moi, j'ai malheureusement la malchance, entre guillemets, d'avoir ma maman qui a une sclérose en plaques et deux sœurs qui ont une sclérose en plaques, des oncles, des tantes. Enfin, on parle pas de génétique. Mhm. euh, on dit que c'est pas héréditaire, mais il y a quand même, je pense, pour certaines familles, c'est sporadique, c'est vraiment très très rare, un côté génétique, mine de rien.
Ça implique aussi ça donne du sens aussi à la création de ton association, enfin encore plus de sens, je dirais. Ah, ça a carrément donné du sens. Mm. Je courais, si tu veux, pour courir comme tout le monde. Mais arrivé à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je cours pour quelque chose. Parce que je voyais les autres, ils avaient des associations, ils avaient des joëlettes. Je dis, pourquoi pas moi? Les autres le font. Moi, en plus, j'ai une pathologie, je pourrais le faire pour la sclérose en plaques. Et puis, ça permettrait de prouver quelque part à ma maman, à mes sœurs, qu'elles peuvent faire des choses aussi, parce que je le fais. Donc, à la base, c'était surtout ça, leur montrer que tu as vu ce que je sais faire, tu as vu ce que je fais, donc essaye de bouger un peu plus, tu serais peut-être moins. Voilà, c'est de donner cette impulsion d'envie de se battre, en fait. Et aujourd'hui, c'est clairement ce que c'est devenu. Donc, bon, on a fait l'acquisition d'une joëlette grâce aux dons qui ont été faits à l'association. Alors, je pense qu'il faut que tu expliques aux gens ce que c'est une joëlette parce que il y a des personnes qui peuvent ne pas connaître. Alors, une joëlette, tout simplement, c'est un fauteuil monoroue. Donc, c'est un fauteuil roulant hein, avec une seule roue. Donc, on a des porteurs. Donc, souvent, c'est des coureurs assez aguerris parce que c'est très difficile à faire. Ils sont à peu près 4 ou 5 avec une équipe relais parce qu'on ne peut pas tenir 10 km, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc on participe à des courses et on se relaie tout au long de cette course et on fait plaisir à une personne qui est en situation de handicap. Donc, de manière générale, comme l'association CEPUP est une association contre la sclérose en plaques, on essaie de faire en sorte que ce soit quelqu'un qui soit atteint de sclérose en plaques. Mais bon, après, on fait plaisir à tout le monde. On n'est pas non plus obtus. Le tout, c'est de donner le sourire, quoi, tout Bien simplement. sûr. Hein. Alors, pour l'avoir vécu, je vais partager parce que je fais de temps en temps de manière très amateur des courses moi aussi. Et c'est vrai que enfin, quand vous courez et que vous avez ces personnes à côté, vous voyez tous les coureurs qui ont un sourire pour les personnes, qui applaudissent. Et en plus, et il faut le dire, la plupart du temps, ils font des bons temps, hein, tout en ayant dû porter. Voilà, donc bravo. C'est ça, en fait, on est porté par les émotions. Moi, je me suis déjà retrouvée en train de courir en pleurant tellement c'était d'une force. Hein, c'était au début, mais c'était violent, quoi. Mhm. C'est de voir là et nous donner à fond pour pouvoir lui donner ce sourire. Et après, ils en redemandent. Après, ils deviennent accros. Hein, la joëlette, ça. Ils nous ont harcelés au téléphone. Quand est-ce qu'on y va, Laetitia? Ouais, mais tu sais, je suis en récupération, je peux pas courir. C'est vrai que là-dessus, émotionnellement, c'est très chargé et que ce soit ouais, les coureurs qui sont autour de nous, qui participent à la compétition de manière lambda et nous qui sommes dedans, ouais, c'est fort, c'est vraiment très très fort. Ouais, je comprends. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui font du running en amateur de se dire, allez, si je dois m'inscrire une fois à une course, j'y vais. Pas forcément pour faire un temps, mais pour vivre ces moments-là, parce que dans pratiquement toutes les courses, j'ai toujours vu des personnes soit courir pour des associations, soit avoir la joëlette et de faire plaisir à des personnes. Donc, il y a un vrai moment de partage, et puis c'est un dépassement de soi, donc c'est pas mal. C'est ça, et puis ça donne du sens. Mhm. C'est donner du sens, avoir une activité physique, c'est hyper important parce que le corps a besoin de travailler pour n'importe qui. Par contre, donner du sens en plus à cette activité, là, c'est le summum, quoi. Et donc, si je comprends bien et si c'est bien le message que tu veux faire passer, ce que tu veux faire comprendre en faisant de l'activité physique et en ayant relié ça via une association, c'était aussi de dire, c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit arrêter de courir. Bien au contraire, il faut continuer comme on le peut, bien sûr, hein, toujours, mais si on le peut, faisons-le parce que ça entretient le corps. C'est bien ça que tu fais passer comme message? Ah, mais c'est complètement ça. C'est vraiment complètement ça. Mon objectif, c'est pas de me valoriser, c'est pas de dire moi. Moi, je m'oublie, je m'en fous. En fait, c'est pas que je m'en fous de moi, mais c'est pas la priorité de tout ce que je fais. Les réseaux sociaux, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, ce que je veux mettre en avant, c'est pas moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, ce que je suis. Ce que je suis, c'est quelqu'un qui a une sclérose en plaques, qui fait des choses qui étaient à la base insensées, qui étaient impossibles, où on me disait régulièrement, mais t'es complètement dingue, t'y arriveras jamais.
Et ça m'a boosté, mais alors d'une force. Tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, il faut me le dire, hein. J'adore. Parce que plus on me dit c'est pas possible, et plus je le fais. Et plus j'y arrive en plus, parce que je suis tellement motivée que j'y vais et je le fais. Donc l'idée, c'est de montrer, sors de ce canapé, c'est pas parce que tu es malade que c'est ton quotidien, ça doit être canapé, télé, je suis malade, je peux plus bouger, je dois faire attention. Oui, on doit faire attention. Mais faut pas oublier que le corps a une mémoire et que la neurologie, il faut l'entretenir. Donc, le travail physique, si vous ne faites pas fonctionner votre corps, il va oublier, les muscles vont fondre et ça sera là où le handicap va s'installer. Donc, il faut continuer à marcher, courir, faire fonctionner tous les membres du corps pour dire de pouvoir continuer à être en forme pour soi-même. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une famille qui nous regarde et qui a besoin aussi de nous. Donc, il faut vraiment rester dans cette dynamique d'optimisme. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est que le sport, ça apporte tellement de choses. Sur le plan bien-être, c'est physiologique, au niveau hormonal, que du coup, très franchement, le mental n'en est que mieux. On s'en sort que mieux. Donc c'est que du positif finalement. Donc vraiment, dès l'instant où on a le diagnostic, les idées noires arrivent, ça c'est le schéma traditionnel, c'est tout de suite couper court à ça et de se dire non, je vais pas me laisser aller, la vie continue. Mais il faut continuer avec la pathologie, mais la vie continue. Et c'est pour ça que je dis toujours, rien n'est impossible avec la sclérose en plaques. Il y a quand même 80% des gens qui sont atteints de sclérose en plaques qui ont la même forme que moi. D'accord. Donc, on devrait 80% avoir des activités physiques. Ouais. C'est un vrai message ambassadeur d'Allez Vas-y, enfin vraiment se dire ok, c'est pas parce que j'ai quelque chose que je dois me bloquer et arrêter d'agir. Et donc moi j'avais une question dans ces deux parcours et puis après on parlera du défi de l'ultra trail et tout ça parce que les gens, je pense, on va essayer de leur faire prendre conscience de ce que c'est, mais dans ces deux parcours, puisque créer une association et entreprendre, pour moi, dans les deux sens, c'est entreprendre. Quelles sont les difficultés que tu as pu vivre dans cette création d'entreprise ou dans cette création d'association? Est-ce que tu as des difficultés dont tu voudrais pouvoir parler pour que les personnes qui ont envie d'entreprendre ou de créer une association puissent se dire « Ok, je prends expérience de ça ». Alors, la difficulté, c'est forcément quand on crée une entreprise, c'est déjà d'avoir de la crédibilité aux yeux des gens. C'est-à-dire quand vous créez une société, vous existez pour personne. Vous arrivez, vous avez les anciens et il y a vous. Vous n'êtes pas ancien dans votre métier, vous avez de l'expérience, mais voilà, vous arrivez. Vous êtes nouveau, même si vous êtes ancien en termes d'expérience professionnelle. Donc, il faut faire sa place. Et pour l'association, ça a été pareil. Je suis arrivée. Je crée une association et puis là, franchement, j'avais pas franchement d'expérience. J'avais de l'expérience avec moi-même en course à pied, etc. Et j'ai appris sur le tas, voilà, à avancer et à développer des sujets. Là où il faut être bon, c'est d'être régulier, c'est de ne pas lâcher. Moi, j'ai réussi à faire en sorte que mon activité de chef d'entreprise et de présidente d'association soit liée. Donc, du coup, quand je travaille pour mon entreprise, je travaille aussi avec mon association. Donc, j'arrive à allier ces deux entités et faire en sorte qu'elles avancent ensemble. Donc, je suis cohérente et je dure dans le temps. Et la chose la plus importante, je pense, quand on crée une entreprise, c'est d'être un bon gestionnaire. Ça, j'en dis ce qu'on vient. D'être un bon professionnel, ça, c'est aussi très, très important. Après, il y a une histoire de cohérence et de durée dans le temps. Il faut qu'un an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on vous retrouve de la même façon et que les personnes, tiens sa ligne. Voilà, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et pour tout ça, que ce soit pour l'association du départ où j'ai commencé à démarcher les entreprises pour obtenir des budgets, pour acheter la joëlette, ou dans ma société où j'ai commencé à travailler pour développer, à travailler des compagnies d'assurance, aller conquérir un nouveau marché de clients, je tiens ma ligne et je reste ce que je suis et ce que j'ai promis au départ. C'est-à-dire que quand j'ai dit au départ, je vais faire de l'assurance solidaire, pas solidaire au titre où on assure un groupe, c'est où on reverse de l'argent à des associations, je le fais. À la fin de l'année, Togo en Togo aura son chèque au même titre que Step Up. Donc, faut vraiment être cohérent
et tenir ses paroles, ses engagements. C'est hyper important. Ok, donc message à retenir, c'est se fixer des objectifs et tenir ses engagements. L'autre message, c'est essayer de faire, si on peut faire boulot et passion ensemble, c'est une très très bonne idée. Et moi, j'ai une question vraiment pratico-pratique. Tu as créé, si je ne me trompe pas, en février 2020. Et si je ne me trompe pas non plus, en mars 2020, il s'est passé un truc. Il y a un monsieur qui a dit tout le monde reste chez soi. Comment ça a impacté ton entreprise et puis moralement, comment on se sent à ce moment-là? Très honnêtement, le secteur de l'assurance a été impacté, mine de rien, parce que les gens n'avaient pas la tête du tout à se focaliser sur cette problématique. Bien sûr. Je pense qu'il y avait important, notamment leur famille et leur avenir professionnel. Donc j'en ai profité pour travailler pendant cette période plus sur l'association. J'ai installé l'entreprise tout tranquillement. J'ai la chance quand même d'avoir un caractère assez, pas fataliste, mais tout ce qui m'est arrivé m'a permis d'être patiente et de me dire tout arrive et c'est jamais sans raison. Il y a toujours du sens à un moment donné. Donc je crée l'entreprise, on est confiné. J'en profite de ce confinement pour, via les réseaux sociaux, continuer à développer l'association, créer du relationnel. Même, on avait fait un défi calories avec l'association, on a brûlé plus d'1 million de calories chez nous, c'est Bravo. mensuel. Mais je crois que j'ai entretenu la forme de beaucoup de personnes pendant ce confinement. Donc, 1 million de calories, il fallait les faire quand même. Et donc, j'en ai profité pour développer l'association, créer du lien avec des gens. Le cabinet, du coup, j'ai travaillé sur l'administratif, je l'ai installé tranquillement avec mes partenaires. Ça m'a pas vraiment perturbée parce que stratégiquement, je me suis dit, bon, je vais agir de cette façon et je vais pas passer la charrue avant les bœufs, je vais y aller tout doux et ça va passer et c'est passé. Après, je suis quelqu'un je suis dans les assurances, donc je suis assez prévoyante. Mhm. Donc, je me suis lancée dans l'aventure d'entrepreneur sans avoir la capacité financière d'assumer au moins une année d'activité, quoi. Je me suis dit, je démarre, je sais pas où je vais, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si les gens vont me suivre. Donc, la trésorerie, quand on démarre une entreprise, c'est pas une balade. Il faut vraiment être sérieux là-dessus et avoir de quoi anticiper tout ce qui est, surtout aujourd'hui, tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, quoi. Ça, il faut avoir un minimum. C'est la base. Ok. Et une autre question, c'est, et on va rester sur entrepreneuse et bénévole, quelles sont les réussites que tu peux mettre à ton tableau aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse ou en tant que présidente bénévole? Alors, en tant qu'entrepreneuse, pardon, l'idée, c'est que je sois aujourd'hui à mon compte. Déjà, j'ai réussi à créer ma société toute seule. Je fais ce que je veux. Je le fais comme je le veux. Déjà, ça, c'est énorme. C'est de se dire, je vais pas bien, mais bon, je vais trouver des solutions. J'ai trouvé des solutions. J'ai créé ma société. Je l'ai lancée tranquillement. Ça se passe bien. Les gens me font confiance. Et aujourd'hui, les gens sont contents du travail que je fais. Et ça, pour moi, c'est une réussite. Déjà, d'avoir la satisfaction de la part de mes clients quand on me dit j'adore travailler avec toi parce que quand on te demande quelque chose, tu le fais, tu réponds toujours. Si tu peux pas, tu rappelles tout de suite. Tu fais voilà, la réactivité. C'est vrai que ça, c'est l'une des marques qui me caractérise. Et puis de pas lâcher, je suis une têtue. Mais vraiment, le fait d'avoir eu l'idée et d'être arrivé 2 ans plus tard presque à la finalité de cette idée et que je peux dire maintenant que l'entreprise tourne tout seul et que ça me permet moi de partir à la Réunion par exemple, faire la Diagonale des Fous ou de m'occuper de mon association, de ma famille, pour moi c'est ça une réussite. Et par rapport à l'association, on a réussi j'ai réussi à développer cette association qui partait de rien à aujourd'hui, avec une équipe d'ultra trailers et des gens qui ont des vraies compétences d'ultra trailer, on a des gens qui ont quand même fini. On a un 6e à l'Ultra Trail des Sources en Belgique, là au mois d'août. Wow. C'est un 160 km quand même.
On a Sandrine Martel qui fait des podiums régulièrement, qui pareil est quelqu'un d'extraordinaire sur le plan trail, surtout en ultra trail. Mais vraiment, voilà, quoi, je suis partie de rien. Aujourd'hui, on a une Joëlette, on a une équipe d'ultra trailers, on a des représentants sur le territoire national. C'est une association qui est reconnue d'intérêt général, Mhm. donc on peut faire du mécénat. Donc, je pense que niveau structuration, j'ai réussi à en faire quelque chose. Aujourd'hui, CEPUB fait partie du paysage associatif. Je pense qu'on n'a pas à complexer par rapport à ça, elle a sa place. Et, euh, et aujourd'hui, on a des gens qui nous appellent pour nous demander des renseignements, et ça, c'est une victoire. Ah, On super. a des gens qui envoient des messages pour me dire, enfin, moi, j'ai des gens sur les réseaux, moi, avec toutes mes conneries, enfin, les TikTok, je fais des trucs, à des moments, je me dis, oh là là, mais je le fais parce que je sais que derrière, il y a des gens qui nous regardent, et je sais que derrière, j'ai des réactions, le peu de réactions. Moi, si sur 200, 300, 400 personnes qui regardent ce que j'ai fait, j'en ai une à qui ça a parlé et que ça change sa vie, c'est bon, c'est une victoire. Bravo pour ce message. Et je voudrais justement enchaîner, puisqu'on vient d'en parler un petit peu, là, cet ultra trail. Comment on se prépare pour un ultra trail? Et j'allais dire encore plus quand on a sclérose en plaques, est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou autre, ou c'est un entraînement identique, mais explique-nous un petit peu comment on se prépare. Alors sur le plan de la préparation, déjà ça fait 3 ans que je travaille dessus, donc ça fait là 2 ans où je fais vraiment des ultra trails pour dire déjà de valider des points parce que la Diagonale des Fous, il faut avoir des points pour pouvoir y accéder. D'accord. Donc c'est vraiment un gros travail d'endurance avec un plan de préparation où j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an avec Anthony Gay qui est fini, il me semble, 6e à la Diagonale des Fous, qui est un préparateur trail qui m'a vraiment beaucoup aidé, notamment l'année dernière, ce qui m'a permis d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Beaucoup boosté et par moments j'ai vraiment pesté contre lui quand il m'envoyait les plans d'entraînement. Je devais courir 3-4 heures au début, c'était lent hein, quand même. Mm. Mais c'est un entraînement vraiment toute somme classique. L'idée c'est de suivre un plan de progression, de travailler le fond et d'améliorer sa qualité de course et puis son confort de course. Donc on fait du fractionné comme tout le monde. C'est juste qu'après les temps de course, je parle pas forcément de distance parce qu'on parle souvent en temps. On va courir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ça dépend. Voilà, on a un plan d'entraînement qui est vraiment bien organisé en fonction de la personne. Mais moi, par rapport à ma sclérose en plaques, la problématique, c'est que je peux très bien, du jour au lendemain, me sentir beaucoup moins bien et aller courir et vraiment sentir une grosse chute de compétences. Et ça, c'est un vrai problème, c'est que par moment, je suis au sommet de ce que je peux faire, je me sens bien, je me sens en forme, j'arrive à faire de belles choses. Et un gros coup de fatigue, et le lendemain, c'est une catastrophe, quoi. Je repars pas à zéro, mais on repart jamais à zéro. Mais ça, c'est difficile. Je sais que quand ça m'arrive, pendant au moins 2 semaines, je vais avoir du mal à suivre le rythme des entraînements. Mais je suis tellement obtus que je vais le faire. Je vais le faire, mais dans la douleur et dans la fatigue. Mais je vais le faire. Parce que si je le fais pas, je sais que je vais perdre ce que j'ai acquis. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que je. Donc, par moment, je vais courir, j'y vais vraiment dans la souffrance. Ok. Et pour rentrer dans le détail, parce que tout le monde ne sait pas comment ça marche un ultra trail, c'est donc, tu as dit 160 km, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et comment ça fonctionne pour expliquer un petit peu, parce que c'est plusieurs jours de course. C'est ça. Donc là, par exemple, pour la Diagonale des Fous, on part le 21 et on doit arriver au maximum le 24 octobre. L'idée, c'est que ces 160 kilomètres, on doit les faire selon des barrières horaires. Donc, on doit checker à chaque barrière horaire. Voilà, donc vous checkez votre barrière horaire et si vous la checkez pas dans les temps, vous êtes arrêté. Voilà, c'est pas compliqué. La course s'arrête pour nous. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment calculer son rythme de course et vérifier aussi le profil de cette course
pour dire de justement être bon par rapport à ces barrières horaires. Donc, si on a, par exemple, en début de course, un profil où il n'y a pas trop de dénivelé, où on peut courir pour dire de prendre de l'avance sur la deuxième barrière horaire, où il y a un peu plus de dénivelé, où ce sera un peu plus technique et peut-être plus de risques de complications physiques ou autre chose. À ce moment-là, voilà, c'est tout. C'est vrai que ça se prépare vraiment, un ultra, ça se prépare. Et après, on a aussi la problématique de l'alimentaire. Donc, il y a tout ce qui va être apport, apport en nutriments, que ce soit des minéraux. Enfin, il faut penser vraiment à tout au long de la course. Est-ce qu'au début de course, j'aurais peut-être plus besoin de choses un peu plus sucrées? En fin de course, peut-être de choses un peu plus salées parce qu'on perd énormément de minéraux. On peut observer beaucoup de coureurs qui sont tout blancs. Bon, ben voilà, ça, c'est les minéraux qu'on perd au bout d'un moment. On a les têtes un peu blanchies. Mais même après, sur le plan matériel, il faut penser aux batteries. On va de nuit, donc il faut des lampes, il faut des frontales qui tiennent assez longtemps et des batteries pour les téléphones. Enfin, c'est vraiment une organisation. On part pas en dilettante quand on fait un ultra, ça c'est clair. Je dis chapeau. Et alors, dans toutes ces activités, il y a énormément de temps qui doit être consacré. Et moi, j'aimerais savoir si tu peux donner quelques trucs et astuces, parce que en plus tu es maman, donc forcément, ça te demande une organisation encore plus. Comment on fait? Quels sont tes petits trucs pour concilier toutes tes activités, en plus des entraînements et autres, hein, bien sûr. Alors, toutes les activités, bon, je suis maman, j'ai la chance quand même que mes enfants soient grands maintenant. On a un fils de 19 ans qui est à la fac et le plus petit qui a 14 ans qui vient d'entrer au lycée. Donc, ils sont très autonomes. Donc, ça, pour moi, c'est une vraie chance parce que par rapport à une maman qui est tout petit, la crèche, etc., c'est d'autres problématiques. Oui. Mais sur le plan organisationnel, moi, en général, je vais courir le matin. Donc, je fonctionne avec le soleil. Je cours le matin, dès que le soleil se lève, je suis dehors. Et ou sinon, le soir, quand je peux pas faire autrement. Mais bon, le problème, c'est que là, les journées raccourcissent, donc ça devient compliqué. Et puis, étant une femme, j'évite aussi de courir la nuit. Oui. Euh, euh, Ce qu'il faut, c'est s'équiper d'une balise. C'est important pour les proches parce que je pars quand même longtemps. Je peux partir 5 heures courir et 5 heures, on va loin. On n'est plus à côté de la maison quand on court 5 heures. Mhm. Donc aujourd'hui, il existe des balises satellites qui peuvent permettre d'être géolocalisées sans problème, mais parce que les batteries des téléphones ne tiennent pas forcément le rythme. Mais sur le plan de l'organisation, moi souvent c'est d'aller courir le matin ou d'aller courir le soir et puis la journée, ben, c'est activité professionnelle. Et puis pas se cantonner à la course à pied. Celui qui vise l'ultra, c'est ne pas avoir honte non plus de courir lentement. Courir lentement, ça fait partie de la préparation ultra. Courir vite, il faut faire du fractionné pour aller chercher du confort. Mais le fond, c'est la base de la préparation en ultra. Et le travail et le dénivelé aussi, allez, nous, sur la région nord, on a les terris à Los Angeles qui sont très très bien pour ça, où on monte à peu près à 400 mètres, faire des allers-retours, ou sinon après, bon, les Ardennes belges sont pas très très loin. Ouais, effectivement. Mais il faut le week-end, il faut se dire que le week-end, on n'a pas de vie, enfin, le sport prend toute la matinée, et le samedi, je ne fais pas les boutiques, ça c'est certain. Je comprends. De toutes ces activités que tu as menées, en plus des défis ultra trail, quels sont les apprentissages que tu en tires, les prises de conscience? Alors, les apprentissages et les prises de conscience, alors moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué avec l'ultra, parce que souvent les gens se disent, ouais, mais attends, tu cours pendant une journée tout seul. Oui, je parle, surtout pendant la Covid, on ne pouvait pas courir à plusieurs, Mhm. c'était tout seul, et non pas de course, donc on courait tout seul. Mais justement, c'est l'occasion de se retrouver. Et moi, je sais que la course à pied m'a permis de me retrouver et de travailler sur des choses, sur ma vie, sur qui je suis, sur où je veux aller. Ce que je dois arrêter de faire aussi, ça m'a permis de me rendre compte de choses. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Par moment, l'humain fait que on a des réactions.
où on se dit après coup, mais bah oui, mais non, mais après c'est humain, c'est les frustrations. Je suis comme tout le monde. La course à pied m'a permis de vraiment faire un travail sur moi-même, de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses incroyables, de me booster aussi toute seule. Quand j'arrive, souvent en ultra, tout le monde, enfin ceux qui en font, connaissent cette étape-là, où on est vraiment au creux de la vague, où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais je suis complètement malade, j'ai rien à faire là, je suis en train de me faire du mal. Enfin, vraiment, c'est très très noir. Et puis après, on a un regain d'énergie et ça repart. Là, c'est important d'avoir un mental très très fort et de savoir se booster, de se dire non, non, tu n'as pas le droit de lâcher, tu dois y aller. Et tout ça, ça nous apprend à être plus dur, ça nous apprend à nous prendre en main et à aller jusqu'au bout des objectifs. Et sur le plan professionnel, c'est hyper intéressant. On J'imagine. a un gain sur la confiance en soi qui est incroyable. Et donc, pour terminer, on va dire les choses, on est plutôt début septembre là, quand on enregistre le podcast. La course, l'Ultra Trail, c'est du 21 octobre au 24 octobre à l'île de la Réunion. Donc, tu cours pour l'association. Comment ça se passe? Est-ce que les gens qui vont écouter le podcast, et on fera en sorte de le diffuser avant la course, vont pouvoir faire des dons pour... alors, je ne sais pas si c'est directement pour l'association, si c'est aussi en partie pour financer la course. Comment ça fonctionne pour que les auditeurs et les auditrices soient au courant? Alors, assez souvent, les gens me disent, je vais te payer une partie de kérosène. Mhm. Alors, là-dessus, c'est ce que je dis souvent, il y a mal donne parce que j'ai jamais, jamais, jamais pris un euro pour financer quoi que ce soit à titre personnel avec l'association. L'association, c'est pour l'association, c'est pour permettre à l'association de s'équiper, de mener des actions. Voilà, moi je pense que je donne beaucoup plus à Mhm. l'association finalement. Et mon intérêt, c'est que l'association continue à vivre et qu'on puisse faire des choses, acheter une deuxième joëlette, donner le sourire à des gens. Voilà, moi, ce qui me booste quand je cours, et ça, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est hyper important de le dire. Ce qui fait que j'arrive aussi au bout, c'est que je pense aux gens qui ont la maladie et qui ne sont pas capables de faire ce que je fais, qui sont malheureusement aujourd'hui en fauteuil roulant. C'est les 20% dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Mhm. Euh, il faut pas oublier parce que eux, bah, ils sont derrière moi. Je reçois des messages régulièrement de soutien. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent merci pour ce que tu fais parce que tu m'as boosté grâce à toi. Aujourd'hui, je vais mieux et je fais du sport, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont vraiment en situation de handicap pour qui on ne peut plus vraiment faire grand-chose. On ne peut plus les aider. Moi, je ne peux plus faire grand-chose. Mais par contre, là, je fais quelque chose, c'est que je leur donne l'impression de faire quelque chose avec moi. Ça, c'est l'un des points pour moi les plus importants. Tu leur fais du bien mentalement. Donc ça veut dire que si les gens veulent participer à la mise en lumière, puisque en fait l'Ultra Trail que vous faites, c'est pour mettre en lumière l'association, bah, si les gens veulent en profiter, ils font des dons à l'association et ça ira pour acheter une joëlette ou pour sensibiliser et autres, enfin aider à mettre en place vos actions, c'est ça? Actions, mettre en place des actions, c'est pas forcément mettre en lumière l'association. L'association n'est qu'un support. Mhm. C'est un support porteur d'un message qui est la sclérose en plaques et le handicap invisible, qu'on arrête de stigmatiser les personnes qui sont en situation de handicap invisible. Quelqu'un qui est handicapé, ça ne se voit pas. Elle vit des choses qui sont vraiment horribles par moments et on n'en tient pas compte parce qu'on se dit c'est du jeu, ça se voit pas. Et les personnes qui ont la sclérose en plaques et qui sont sur des traitements très très lourds et qui ont besoin aussi de ça, de cette fraîcheur qu'on puisse leur apporter et puis faire connaître la pathologie. Surtout faire connaître la Eh bien, écoute, Laetitia, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'en ai appris beaucoup. Puis, dès qu'on parle de sport, voilà, ça me booste également. Moi, ce que je vais faire, c'est que tu m'enverras tous les notes, enfin, tous les éléments que je pourrais mettre dans les notes du podcast. Donc, les liens, etc. Comment faire un don, comment connaître aussi juste l'association. On mettra le nom de ton entreprise aussi, hein, puisqu'après tout, le but est là aussi. Et puis, ce que je te propose, moi, c'est peut-être, on diffusera donc le podcast avant la Diagonale des Fous. Et puis peut-être faire un petit épisode de bilan à ton retour pour nous expliquer un petit peu comment tu as vécu cette aventure. Ah ouais, bah ça va être
Ça va être long, je pense que je vais avoir énormément de choses à raconter. Eh ben tant mieux, ça me dérange pas, on pourra faire un podcast. Merci beaucoup Laetitia et à très bientôt. Et puis, bonne course et bonne fin d'entraînement. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié l'énergie et l'envie de Laetitia. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Acast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.